Donc, on commence le cours qui va porter sur le diagramme de classe, qui est un diagramme très important dans la partie conception d'un projet informatique. Alors, comme on vient de voir dans les séances précédentes, on a vu en détail c'est quoi un diagramme de cas d'utilisation. Nous avons compris ce diagramme d'utilisation sert à quoi? Sert à modéliser à quoi sert le système. Ça veut dire de donner une vision globale sur l'ensemble des fonctionnalités offertes par le système du point de vue utilisateur et acteur. Donc, par contre, pour le système, bien sûr, il est composé d'un certain nombre d'objets qui interagissent entre eux et avec les acteurs pour réaliser ces cas d'utilisation. Alors, c'est pour cela le diagramme de classe, elle est là pour permettre à spécifier qui intervient à l'intérieur du système, qui intervient pour réaliser ces cas d'utilisation. C'est bon? Il spécifie également quels liens peuvent entretenir les objets du système. Alors, le diagramme de cas d'utilisation, il nous aide à donner une vision globale sur l'ensemble des fonctionnalités offertes par le système d'un point de vue utilisateur. Alors, pour réaliser ces cas d'utilisation, nous avons besoin de savoir quels sont ces éléments-là qui interagissent et quels sont les liens entre ces objets-là, ces éléments-là qui interagissent pour réaliser ces cas d'utilisation. Donc, d'où l'intérêt du diagramme de classe qui est un diagramme vraiment très intéressant dans la partie conception. On peut dire que c'est le diagramme obligatoire pour passer de la conception au développement. Alors, prenons un exemple concret. Donc, puisque vous voyez, alors, regardons cet exemple-là. C'est un exemple concret. Qu'est-ce que vous voyez dans cet exemple? On regarde une facture. C'est bon? Une facture d'une société XY qui s'appelle XYZ. Le numéro de facture. La facture est éditée pour une date précise. Il contient quoi? Il contient les éléments choisis par un client qui vont être facturés, par exemple. C'est bon? Voici le client, son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son email, et voilà les articles qu'il a sélectionnés, par exemple. Voici l'article, le nom de l'article, son prix unitaire, il a choisi combien de quantités et c'est quoi le total pour cette catégorie-là. C'est bon? Il a choisi par exemple deux téléphones Galaxy S4. Alors, c'est quoi le sous-total? Ça veut dire le prix. Le sous-total, c'est le prix unitaire fois la quantité. Donc, voici l'ensemble des objets, des produits qu'il a choisis. Voici le nom, le prix unitaire, en plus de la quantité et le sous-total. Et voici le total de la facture. Alors, on peut dire que c'est un système qui permet, par exemple, d'effectuer un achat en ligne, par exemple. Le client qui s'appelle XYZ choisit un nombre des articles et après, il demande la facture. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, en pensant cas d'utilisation, quels sont les cas d'utilisation offertes par un tel système? Passer une commande, madame? Oui, passer une commande, oui. Un autre cas d'utilisation, Payer facture. payer facture, même si oui, mais même si c'est pas clair comment il va payer. C'est bon? Mais ça pourrait être un cas d'utilisation. Oui, Acheter un produit. acheter un produit, sélectionner des produits et Les produits. voilà. Et demander par exemple la facture ou bien éditer s'il a une possibilité, une autre édition automatique. On clique sur un bouton éditer facture et voilà la facture. C'est bon? Donc voici l'ensemble des cas d'utilisation. Alors on a vu quelles sont les fonctionnalités offertes par ce système-là en point de vue acteur. Mais si on veut développer, alors qu'est-ce que vous remarquez? Ici on a une facture qui a une référence précise, une date précise. Alors cette facture-là, elle est relative,
il est édité pour un client qui s'appelle Alibaba. Il a une adresse exacte avec un numéro de téléphone, un email. Et la facture contient quoi? Elle contient des produits. Le produit, il y a le nom du produit, son prix et la quantité et le sous-total. Et bien sûr, la facture, elle contient un total. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a des éléments qui interagissent euh, avec une exécution, on pourrait dire en temps réel, pour élaborer, par exemple, le cas d'utilisation, commander article et éditer facture. C'est bon? Alors, c'est ça le rôle du diagramme de classe. Donc, le diagramme de classe, il schématise quoi? Il schématise quels sont les objets, les entités qui interagissent entre eux pour réaliser un cas d'utilisation. Alors, voilà le diagramme de classe qui modélise ce système-là. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Bien sûr, ici, cette exécution, bien sûr, pour un cas, une instance précise, pour un client précis, pour une facture. Mais le diagramme de classe, il nous permet de quoi? Il permet de donner le modèle dans le cas général. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une facture, un client, une commande et un produit. C'est bon? Donc, le diagramme de classe, il permet de schématiser ces entités dans le sens abstrait, dans le sens général, sans donner des instances, bien sûr. Ici, pour la facture, il y a des instances de ces modélisations abstraites. Alors, le diagramme de classe, il nous donne une vue générale, une vue sur la structure statique d'un système d'information en faisant une modélisation abstraite des classes, ça veut dire dans le sens général, le modèle. Il nous donne le modèle qui va être exécuté en réalité pour donner l'exécution d'un système d'information. Alors le diagramme de classe de ce système-là est le suivant. Ici, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a une facture en relation avec client. Ça veut dire ici, une facture est demandée par un client. C'est pour cela qu'on a le 1. Et le client, il peut demander plusieurs factures. Ici, le client, Alibaba, il a demandé cette facture-là. Alors, cette facture-là, bien sûr, elle contient plusieurs produits. C'est bon? Et chaque produit, il a un nom, il a bien sûr un ID, il y a la désignation, ça veut dire son nom, et son prix. Et entre les deux, bien sûr, une chose qui lie le produit et la facture, c'est la quantité. Parce que la quantité, on ne peut pas l'écrire, on ne peut pas l'attribuer au produit. Parce que pour chaque facture, il y a une certaine quantité. C'est bon? Parce que la quantité dépend de la facture. C'est pour cela on a fait ici, ça s'appelle, on verra ça en détail, ça s'appelle une classe association ligne commande. Parce qu'une ligne commande, c'est une classe qui modélise le lien entre facture et produit. Il nous donne l'idée sur la quantité et le sous-total qui dépend à la fois de facture et produit. On ne peut pas la rajouter au produit uniquement et on ne peut pas la rajouter facture uniquement parce que la quantité dépend de la facture et le produit en même temps. C'est bon? Donc voilà un diagramme de classe. Il nous donne le modèle statique de ce système d'information. Et c'est pour cela on doit préciser les points suivants. C'est que la construction du diagramme de classe, c'est ce qu'on vient de dire dans l'introduction, la construction du diagramme de classe constitue l'objectif de tout processus de modélisation objet. Il est crucial, et primordial et obligatoire, si on se permet de dire cet adjectif-là, qu'il est obligatoire dans une modélisation objet.
Alors, comme on vient de dire, la construction du diagramme de classe constitue l'objectif de tout processus de modélisation. On ne peut pas faire un développement en utilisant le concept orienté objet sans passer par le diagramme de classe. Il est primordial, c'est une étape vraiment très essentielle dans un projet informatique qui utilise bien sûr la notion de la programmation orientée objet. Le système est composé d'objets qui interagissent entre eux et avec les acteurs pour réaliser ces cas d'utilisation. Les diagrammes de classe permettent de spécifier la structure et les liens entre les objets dont le système est composé. C'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure dans l'introduction, c'est que on a vu que le diagramme de cas d'utilisation, il nous aide de donner une vision globale sur l'ensemble des fonctionnalités, des services offerts par un système d'un point de vue acteur, alors que pour réaliser ces cas d'utilisation, il y a bien sûr une certaine interaction entre les objets et les acteurs pour donner lieu à ces cas d'utilisation. Et c'est ça le rôle du diagramme de classe parce qu'il nous donne une vue sur la structure statique d'un système. Pas seulement la structure des objets et les liens qui les relient. Comme on dit ici, on a le concept client, facture, produit. Et quels sont les liens entre ces entités-là? Alors, qui dit diagramme de classe? Bien sûr, diagramme d'un ensemble de classes. Alors, on doit préciser, la classe, c'est le cœur du diagramme de classe. Donc, on doit donner une définition à une classe. Alors, une classe, c'est quoi? C'est une description d'un ensemble d'objets ayant une sémantique, des attributs, des méthodes, des relations en commun. Un objet est une instance d'une classe. Alors, pour les produits, tous les produits, ils ont en commun quoi? Ils ont en commun un produit, il doit avoir un nom. Il doit avoir un prix unitaire. C'est bon? Donc, tous les produits, ils doivent avoir un nom et un prix unitaire. Ce sont des caractéristiques en commun entre des entités, entre des objets. Et si on prend un produit au exact, on lui donne le nom X, le prix unitaire par exemple 10, ça, c'est une instance de cette classe. C'est ce qu'on appelle objet. Voici un exemple. Donc, on a la classe voiture. Alors, la classe toute voiture, il doit avoir le nom de sa marque, un numéro d'immatriculation, une couleur, une puissance fiscale, poids vide, date de fabrication et c'est qui le propriétaire. C'est ça, c'est la notion abstraite d'une voiture. Mais si on choisit une voiture pour une telle marque précise, qui a un numéro d'immatriculation précis, si on regarde par exemple la voiture dans l'image, c'est une Mini Cooper, qui a un numéro d'immatriculation de l'étranger, je pense, c'est pas clair dans quel pays, c'est pas intéressant de le savoir. Il a une couleur rouge, puissance fiscale, je pense que ça démarre à partir de 8 chevaux jusqu'à 10, donc ça dépend du moteur, etc. Le poids vide, il a, je pense à peu près, je ne veux pas dire une bêtise, mais ça avoisine, je pense, les 1000 kg. Bon, j'ai dit n'importe quoi. Et la date de fabrication et le nom du propriétaire. Donc, cette voiture-là, avec ses caractéristiques bien précises, c'est une instance, c'est un objet de la classe voiture. Une instance de la classe voiture. C'est bon? Alors, la représentation graphique d'une classe. Alors, bien sûr, si vous remarquez dans l'exemple qu'on vient de voir, il y a trois compartiments. Voici le premier compartiment, voici le deuxième et voici le troisième.
Alors, une classe est représentée graphiquement par un rectangle divisé en trois compartiments. Le premier indique le nom de la classe, le deuxième ses attributs et le troisième ses méthodes. Bien plus précisément, le mot exact c'est opération. Donc, voici le premier compartiment qui contient le nom de la classe. Le nom de la classe, il doit commencer par un majuscule. Et voici le compartiment qui contient les attributs de la classe. Et voici le troisième compartiment qui contient les opérations de la classe. Si on revient à l'exemple, donc regardez pour la classe voiture, voici le nom de la classe, voici les attributs. Une voiture, elle a une marque, un nom de marque, immatriculation, couleur, puissance fiscale, poids vide, date de fabrication, propriétaire. Donc ça, c'est le compartiment relatif aux attributs de la voiture. Alors bien sûr, une voiture, il a des opérations, par exemple, démarrer, arrêter, conduire, vendre, etc. Alors, les attributs et les opérations sont les propriétés d'une classe. Leur nom commence par une minuscule. Alors, toujours pour les attributs, les opérations, elles commencent toujours par un minuscule. Par contre, le nom de la classe, ça doit commencer par un majuscule. Donc, un attribut décrit une donnée de la classe, les types des attributs et leur initialisation, ainsi que les modificateurs d'accès peuvent être précisés, bien sûr, dans le modèle. Ici, on a précisé c'est quoi le type. Pour la marque, c'est un string. Et pour le poids vide, c'est un entier. Et on a précisé les modificateurs d'accès. Vous allez remarquer le plus, le dièse, le moins, etc. Ce sont des modificateurs d'accès qu'on verra par la suite. Donc, ces notions-là, on doit les préciser dans le modèle de la classe. Ça veut dire le nom qui commence par un minuscule, le type avec les modificateurs d'accès. Et pour donner des valeurs à ces attributs-là, on passe lorsque on instancie une classe et là on commence de donner par exemple des valeurs ou bien s'il y a des valeurs qui sont constantes. Ça veut dire pour tous les modèles, ils partagent un attribut constant. C'est bon? Un attribut qui est constant. Les attributs prennent des valeurs lorsque la classe est instanciée, c'est ce que je viens de dire, et sont en quelque sorte des variables attachées aux objets. Lorsqu'on instancie une classe, on passe les objets. Les objets de cette classe-là, on commence à donner des valeurs. C'est bon? Vous voyez, ici, on a la classe compte. Voici un objet. L'instanciation de cette classe compte, c'est mon livret. Donc, on a donné, bien sûr, ce livret-là, il a un numéro précis, c'est 123 456. La devise, c'est l'euro. Le solde ici, c'est 3509,43. Et on a les opérations déposer, retirer, solder. Alors, lorsque on applique déposer, par exemple, la méthode déposer, et on a dit ici, regardez, les paramètres d'entrée de cette déposée, on doit donner un montant. Si on appelle cette opération-là et on dépose 150, alors regardez le solde de cet objet-là, il s'augmente par 150 euros. C'est bon? Donc c'est ça le rôle des opérations. On les instancie. Quand on donne des valeurs à ces attributs-là lorsqu'on instancie la classe ou bien lorsque, pardon, lorsque les classes, par exemple, ils ont un attribut qui est une constante. C'est bon? Par exemple, pour une modélisation d'un système d'information pour achat en ligne, par exemple, on dit pour tel article, il y a toujours une réduction de 15%. C'est bon? Ça veut dire dans la classe produit, ou bien la classe article, non-article, pré-unitaire, etc. Donc, on pourra rajouter réduction. Réduction qui est égale à 0,15. Alors, tous les articles de ce site-là, il a une réduction de 15%.
On peut instancier, on peut donner une valeur exacte à un attribut dans le modèle, sans même instancier un objet. C'est clair l'idée? Oui, madame. C'est bon. Donc voilà, comme on a dit, les attributs prennent des valeurs lorsque la classe est instanciée. Ils sont en quelque sorte des variables attachées aux objets. Alors pour cet objet-là, il a une certaine, pour chaque objet-là, le compte, par exemple, ce compte-là, il a des attributs bien précis, des valeurs bien précises. Alors, une opération est un service offert par la classe, un traitement que les objets correspondants peuvent effectuer. L'exemple ici de déposer, si on appelle cette opération déposer, on l'applique, ça va nous augmenter le solde qui est un attribut de la classe de l'objet mon livret A, et le solde s'augmente avec 150 euros. C'est bon? Donc, généralement, les opérations nous aident à effectuer des services pour modifier les attributs d'un objet. C'est bon? Alors, pour la syntaxe des attributs et des méthodes, alors, qu'est-ce que vous remarquez? On peut bien détailler la classe en indiquant la visibilité. C'est l'encapsulation des méthodes et des opérations et des attributs. Le type de chaque attribut, la signature de chaque méthode, le type de valeur retournée par chaque méthode. Alors ici, on doit préciser un truc, c'est que ici, regardez, lorsqu'on parle ici de la classe, au niveau des méthodes, bien sûr, on revient sur cet exemple-là, on a la méthode déposée. Alors la méthode déposée, elle prend montant. Alors qu'est-ce qu'il fait si on veut détailler l'implémentation de cette méthode, c'est que le montant, on affecte un montant plus 150. Si on détaille la méthode, ça s'appelle la méthode. Ici dans le modèle, on prend seulement la signature. On appelle ça la signature ou bien l'opération. Parce qu'on n'écrit pas la méthode avec son implémentation détaillée. On prend seulement la signature. Il prend quoi comme paramètre d'entrée, il prend quoi comme paramètre de sortie. C'est pour cela qu'on appelle opération ou signature. Donc voilà. Donc toujours une classe, elle est détaillée en indiquant la visibilité, l'encapsulation, le type de chaque attribut, la signature de chaque méthode et le type de valeur retournée par chaque méthode. Regardez ici, on précise. Oui? Vous voulez dire quoi avec la signature de la méthode? Oui? Vous voulez dire quoi avec la signature de la méthode? La signature, la voici. Alors regardez la méthode déposée ici, l'opération déposée. Alors la signature exacte de l'opération, c'est quoi? Si on veut bien préciser, on peut dire que ici, puisque c'est void, on n'indique pas void ici dans le modèle. C'est juste, on laisse comme ça. Alors, la vraie signature de cette méthode, la méthode déposée, il fait quoi? Alors, je vais donner un exemple. Ou bien, je vais voir si j'ai toujours Eclipse. Alors, par exemple, la méthode déposée. On va préciser la méthode déposée. Par exemple, c'est dans le langage C. Alors, si on veut void déposer, il vaut mieux éviter les accents ici. Déposer, il prend quoi? Montant. Il prend quoi? Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'opération, c'est on affecte un montant. C'est
même temps plus 150. Ici, voilà. Donc, voici la méthode, puisqu'on a indiqué son implémentation. Si on parle de signature, on va prendre seulement ça. C'est ça la signature. Si on parle du langage C. C'est ça la signature de la méthode. On prend seulement le type de retour de la méthode, le nom de la méthode et les paramètres d'entrée de la méthode. Ça c'est signature. Signature. Voilà. Signature, ou bien dans le langage UML, c'est opération. Sauf pour l'UML, quand on a un type de retour void, on peut ne pas l'écrire. On laisse juste comme ça. Donc c'est ça, signature ou bien opération. C'est bon? Et ça, lorsqu'on détaille cette opération ou bien cette méthode, elle travaille comment? Son implémentation, ça s'appelle une autre couleur, ça c'est méthode. C'est bon? C'est pour cela, dans le jargon UML, vous allez, lorsque on parle des méthodes, on dit des opérations parce que dans le modèle, est-ce que dans le modèle, on a inséré le code de la méthode? Non. Imaginez ça, c'est une méthode qui est simple. Et lorsqu'on a une méthode, par exemple, qui a plus que 100 lignes, est-ce qu'on peut l'indiquer aussi? Est-ce qu'on peut la modéliser ici? Non. Donc c'est pour cela, lorsqu'on parle juste seulement de la signature, on dit signature ou bien opération dans le jargon UML. On prend seulement le nom de la méthode, son type de retour et son paramètre d'entrée. Alors regardez pour cette opération-là, mais lorsque on implémente en détail l'opération fait quoi au exact, ça on parle de méthode. C'est bon? Alors vous voyez ici par exemple la méthode solde, elle retourne, son type de retour c'est float. C'est bon? Et bien sûr paramètre d'entrée c'est void. Et bien sûr dans l'UML, bien sûr, parce qu'on va modéliser ou bien faire une conception d'un modèle, bien sûr, on n'entre pas dans les détails. C'est pour cela qu'on prend seulement la signature qui s'appelle opération. Ici, on a parlé de la visibilité. Bien sûr, on a dit qu'on peut détailler la classe en indiquant la visibilité, le type d'attribut. Regardez, pour chaque attribut, on fait 2 points. On clique le type. Et bien sûr, c'est par exemple une constante, par exemple. Et comme on vient de dire, pour chaque article, il y a toujours une réduction de 15%. On peut indiquer ici une constante, bien sûr le type c'est float, est égal à 0,15. C'est une constante pour tous les objets de cette classe. C'est bon? Et pour les opérations, regardez, ici on a paramètre d'entrée c'est void, type de retour c'est toujours void quand on n'indique pas quel type. Ici on a un paramètre, ici on a 2 paramètres. Ici, on a paramètre d'entrée, c'est void, mais le type de retour, on précise c'est quoi le type de retour. Et ici, on a une méthode on a des paramètres d'entrée, on précise leur type. Et ici, il retourne quelque chose. Par exemple, la méthode ici déposée. Par exemple, il peut retourner quelque chose. Par exemple, return float. Ici, c'est pas int, mais plutôt float. Ici, on va pas, puisque ici, il a un type de retour, donc obligatoirement, on doit faire return. Ici, comme le C, il y a une forte ressemblance de la syntaxe du C et le Java.
Sauf que, bien sûr, le Java, il a le principe ou bien le concept orienté objet qui n'est pas dans le C. Donc ici, on va faire return. Return ce nouveau montant. C'est bon? Donc, pour la signature, ça va changer. On doit préciser ici que le type de retour, c'est float. C'est bon? Alors, je mélange un peu l'UML et le C, mais juste pour vous expliquer juste le principe. Vous aurez l'occasion de voir ça, l'implémentation en détail avec Monsieur Neji. Donc, vous avez tout le temps pour tout pratiquer en Java, Inch'Allah. Alors, on a dit que dans les attributs, regardez, il y a les symboles, moins, plus, dièse, et on pourrait avoir même, je ne sais pas comment ça s'appelle, un truc, je ne sais pas comment ça s'appelle son vrai nom. Ce symbole-là, c'est, regardez, avant chaque attribut ou opération, il y a des, des modificateurs d'accès. Ces modificateurs d'accès-là, ça indique que ces attributs-là, ils sont visibles comment? Alors, si on a plus, c'est que c'est public. On peut accéder à cet attribut ou cette méthode en dehors de la classe. Ça veut dire on travaille, si on a une autre classe, il peut accéder à ces attributs ou à ces opérations-là. Alors, si on a le moins, ça veut dire que ces éléments-là, ils sont privés. Le seul objet de la classe qui peut utiliser ces attributs ou ces opérations. Alors, si on a le dièse, ça veut dire que c'est un élément qui est encapsulé, protégé, visible dans la classe et dans les sous-classes. C'est visible uniquement dans la classe et les sous-classes de cette classe. Et si on a, comment dirais-je, ce symbole-là, ça veut dire qu'on a le package. Ça veut dire ces attributs-là et ces opérations-là sont visibles uniquement pour les classes qui appartiennent au même package de la classe concernée. Donc, alors, c'est visibilitaire. Vous aurez le temps de voir ça en détail en faisant le développement en Java avec Monsieur Neji. Et si on va juste parler au niveau de la conception, c'est que si on a des attributs ou des opérations avec accès bien précisé, on utilise ces symboles-là pour mentionner les degrés de l'encapsulation de chaque attribut ou chaque méthode. Alors, on a ici un petit exercice pour mettre en pratique ce qu'on vient de voir. Alors, voici l'exercice. Alors, on a une personne... Oui? Madame, j'ai une question. Oui? Sur les opérateurs de visibilité. Ça s'appelle les modificateurs d'accès. Tu parles des plus? Oui, c'est ça? Pour le plus. Le plus, moins... Les éléments... Oui. Pour le plus, les éléments non encapsulés sont-ils visibles par tous les packages? Oui, par tous les packages. Et le tilde, c'est pour toutes les classes du même package. Oui, c'est ça. Ça s'appelle le tilde. Alors, merci, mademoiselle. C'est pas grave. Ah, tu m'as sauvé la vie. Merci. Oui. Oui. Pour le plus, ça veut dire il est public. Il est accessible par n'importe quelle classe, même s'il n'appartient pas au même package. Alors, pour le tilde, c'est accessible uniquement par les classes qui appartiennent au même package. C'est bon? D'accord. Merci. Donc, c'est voilà. Clair. Heureusement que vous faites le Java en parallèle à la conception objet, comme ça vous mettez en pratique en codant en Java. Donc vous verrez bien ça en parallèle à ce module-là avec Monsieur Nagy, donc vous aurez le temps de bien pratiquer ces notions-là. Et si on précise, on dessine les plans
et vous allez mettre en pratique ces plans-là avec dans le module de Java. Alors pour l'exercice, pour mettre en pratique au niveau bien sûr de la conception de toutes les notions qu'on vient de dire, parce qu'on a dit la classe c'est quoi? C'est au cœur du diagramme de classe. On a vu l'importance du diagramme de classe, c'est quoi son importance? Est-ce que quelqu'un peut nous faire une synthèse de ce que vous avez compris du diagramme de classe, son importance, pourquoi il est là? Oui? Personne? Madame? Oui? Qui a pris la parole? Là, oui, c'est Jibar Omar. Oui, Jibar Omar, oui. Très bien. De ce que je comprends, c'est que une classe est une abstraction de la réalité Oui. qui nous permet d'éviter les redondances et de définir l'ensemble des relations entre des composants du programme, des acteurs, pas des acteurs, des composants du programme. Oui. Oui, ça peut être des acteurs aussi, parce que regardez, dans l'exemple qu'on vient de voir dans l'introduction, ici on a un client. Par exemple, si on veut schématiser le diagramme de cas d'utilisation, ici le client c'est un acteur, parce que client commande des articles, ou bien passer une commande. Oui. Oui, 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 oui. oui. C'est les acteurs et les objets aussi. Oui, Il y a un certain nombre d'objets, des acteurs qui interagissent entre eux pour réaliser ces cas d'utilisation. Alors, tu peux continuer ou bien c'est tout ce que j'ai compris. c'est ce que... Ah, donc voilà, très bien. Quelqu'un d'autre? Madame, Oui, c'est qui? c'est Hajar. Hajar, oui, très bien. J'ai compris que le diagramme de classe, il nous permet d'établir une structure statique. Oui, Cette structure, elle est composée des différentes entités qui interagissent entre eux pour réaliser un cas d'utilisation. oui, Puis, on a défini ce concept de classe et on a dit qu'une classe est une description des entités qui partagent. et qui partagent les mêmes attributs ou les mêmes opérations. Voilà. Puis, vous avez présenté la représentation graphique d'une classe et on a défini quelques règles comme que le nom de la classe, il doit commencer avec la lettre majuscule, etc. Et voilà. Donc, très bien, Hajar. Voilà, très bien. Donc, vous aurez le temps pour mettre en pratique ce qu'on vient de voir. Parce que le diagramme de classe, c'est un diagramme vraiment très important. C'est pour cela on doit avoir... j'essaie de vous donner un peu de temps pour digérer tous les concepts pas à pas. Donc, c'est pour cela, je vous propose de faire un exercice qui va synthétiser ce qu'on vient de faire, qui se concentre essentiellement sur la classe, la notion de la classe et les compartiments de quoi elle est composée et comment on peut présenter ces attributs-là à ces méthodes. Donc, je vous propose cet exercice-là. Alors, je lis l'exercice. Alors, une personne est caractérisée par son nom. Regardez, toujours la partie conception, on se base toujours sur la description, le cahier de charge. Donc, faites attention bien de ce qui est écrit. Alors, une personne est caractérisée par son nom, son prénom, son sexe et son âge. Les objets de classe personne doivent pouvoir calculer. Regardez, les objets de la classe personne doivent pouvoir calculer le revenu et leur charge. Les attributs de classe sont privés. Le nom, le prénom ainsi que l'âge de la personne doivent être accessibles par des opérations publiques. C'est bon? Alors, la première question, donner une représentation UML de la classe personne. C'est ce qu'on vient de décrire. La deuxième question, en plus des informations fournies précédemment, deux types de revenus sont envisagés. D'une part, le salaire et d'autre part, toutes les autres sources de revenus. Les deux revenus sont représentés par des nombres réels.
pour calculer la charge globale, on applique un coefficient fixe de 20% sur les salaires et de 15% sur les autres revenus. Alors, enrichissez la représentation précédente pour prendre en compte ces nouveaux éléments. Un objet de la classe personne peut être créé à partir du nom et de la date de naissance. Il est possible de changer le prénom du personne. Par ailleurs, le calcul des charges ne se fait pas de la même manière lorsque la personne décède. Alors, enrichissez encore la représentation précédente pour prendre en compte ces nouveaux éléments. C'est bon? Allez-y au travail. C'est bon? Oui, madame.